Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre Un endroit où aller avec les éditions Actes Sud. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Daniel Arsan. Bonsoir Daniel. Par... Et il sera interrogé cette fois-ci par Mehdi de la librairie Mots et compagnie à Carcassonne. Alors, on reçoit Daniel pour son livre qui est sorti le 1er avril, donc c'est tout frais, qui s'appelle Revers. Si Mehdi, vous voulez bien le montrer à l'écran, ça m'arrangerait. Qui est sorti donc aux éditions Actes Sud. Je vais vous laisser discuter tous les deux, messieurs, mais je vais rappeler en attendant que vous pouvez poser des questions par mon intermédiaire et je me ferai un plaisir en fin d'émission de venir vous les reposer, Daniel. Donc, messieurs, je vous souhaite une belle rencontre. Si vous avez le moins de soucis, vous levez la main et je réapparais par magie. Bonne rencontre. C'est à vous, Mehdi. Merci, Catherine. Merci. Nathalie. Bonjour Daniel. Bonjour, Je suis Mehdi. ravi d'être présent ici pour donc on a dit qu'on se tutoyait parce Absolument. que je t'ai déjà reçu à la librairie en 2022 ou 2023 pour ton 2022. dernier roman paru chez Actes Sud qui s'appelait Moi qui ai souri le premier. Oui, Voilà, c'est un très très beau roman et c'était un très bel échange que nous avions eu avec les lecteurs de la librairie. absolument. Voilà, tu as écrit une quinzaine de romans, tu es éditeur et donc écrivain, et tu as eu donc plusieurs prix littéraires, dont le prix Femina pour le plus connu en 1998, pardon pour l'année, ça, ça date, pour La Province des Ténèbres, hein. Oui, Euh, c'était prix Femina du premier roman. Prix Femina du premier roman, tout à Hum, fait. Ce roman, donc, qui est là, je vais le présenter un peu plus sur la caméra. Ce roman Revers raconte la vie d'un célèbre joueur de tennis américain qui s'appelle Bill Tilden, qui a été considéré comme le plus grand tennisman de tous les temps dans les années 30. Voilà, c'est un personnage comme un joueur de tennis, et je suis fan de tennis. C'est un tennisman que je ne connaissais pas. Euh, et Voilà, et derrière ce personnage à la destinée exceptionnelle se cache aussi un personnage trouble, plutôt insaisissable. Voilà, je voudrais bien, avant de rentrer dans ce roman, savoir pourquoi tu t'es intéressé à ce personnage, dans ce récit. Ça a été le hasard. C'est-à-dire que j'ai lu un article, je crois que c'était dans Télérama, sur Suzanne Lenglen. J'ai voulu en savoir un peu plus sur Suzanne Lenglen. Et j'étais sur Wikipédia et il y avait la photo de Suzanne Lenglen avec espèce de grande gigue qui était donc Tilden, qui était très grand, 1,88 m, des bras de gibon, des pattes, bon. Et je me suis dit, tiens, c'est qui? J'avais jamais entendu parler de Tilden. J'avais fait un petit peu de tennis adolescent. Donc j'étais voir et j'ai été absolument, plus j'avançais dans sa vie, dans sa trajectoire, dans son destin, j'étais un peu soufflé. Et puis bon, voilà. Et puis pendant 8 jours, je ne faisais qu'à y penser. Donc j'ai repris Wikipédia, j'ai plus fouillé les choses et à un moment je me suis dit ah, ça risque d'être intéressant. C'est quelqu'un qui est presque mon contraire absolu, sauf la seule chose qui nous rapproche, c'est que lui c'est un être humain, moi aussi. Et donc et puis je me suis dit euh, j'ai été victime d'un viol, tout ça, quand j'étais adolescent, et peut-être que ça peut être une manière d'essayer de savoir qu'est-ce qui se passe chez celui qui abuse, puisque Tilden était aussi attiré par les jeunes garçons. Donc ça a été, mais plus j'avançais, plus j'avais une espèce de destin et il m'échappait de partout. Donc, sur le plan d'écriture, c'est formidable. Euh, et c'était un être multiple, mais en fait, un être multiple comme
comme on l'est tous, toi, moi, tout le monde. Et c'est ça qui a été absolument passionnant. C'était vraiment un pari aussi avec l'écriture et qui abordait aussi des choses extrêmement différentes. Évidemment, quand son passage en Allemagne, euh, est-ce qu'il n'a pas collaboré? Mais bon, son attirance vers les jeunes garçons, son génie à- au tennis, d'ailleurs, qu'a reconnu, je crois, dans l'équipe en 2002, Godard en D'accord. disant Et qu'il avait un regard sur l'autre, sur le cours, comme en définitive, 40 ans plus tard, la nouvelle vague a placé sa caméra. Enfin, il perdait toujours le premier set en général. Et c'était très, très mauvais signe, hein. Parce qu'en fait, pendant le premier set, il radiographiait l'autre. Euh, et il disait d'ailleurs à un moment, par mon regard, je sculpte l'instant et l'espace. Et, et après le premier set, bah là, ça y est, il tuait l'autre, si on peut dire. On d'accord. l'appelait Cannonball. Il avait un revers absolument, absolument fabuleux. Et on comprend. D'ailleurs, à la fin des années 20, quand les mousquetaires qui ont été les premiers vraiment à le battre, je crois que c'est Cochet qui, un moment après un match, que les mousquetaires avaient gagné, il a serré la main à Tilden et il lui a dit à Tilden, nous avons gagné, mais vous nous avez tout appris. Super. Et c'est une très, très belle, enfin, c'est très noble, je trouve. Bien sûr. Waouh, ça Et, j'admire. et tu as fait le choix de ne pas écrire une biographie. Parce que bien, il est bien entendu écrit récit sous le titre. Ce n'est pas un roman, c'est un récit. Tu aurais pu Oui, écrire une biographie, mais ce n'est pas une biographie. non. Alors, j'ai écrit 4 versions du D'accord. texte. Et deuxième, première, deuxième, troisième, et mon éditrice à l'époque m'a dit à un moment, bon, écoute, soit tu le mets dans un tiroir, soit tu essayes d'oublier toutes tes références, tout ce que tu as appris, et tu te lances dans la découverte d'un être. Point. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas mal. Parce que en fait, je faisais un texte extrêmement classique, extrêmement, enfin, sans intérêt, où je passais à côté du personnage. Et là, je me suis lancé. Je suis passé, la première version, je crois, faisait 420 pages, je crois. Et là, ça en fait 160, quoi. J'ai resté comme des éclats de vie, des éclats de destin, des instants d'intensité. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Ouais. Et à un moment, les changements de ton et autres se sont imposés à moi. Et ça a été vraiment presque je me délivrais presque dans ce texte, sur le plan de l'écriture. Je passais à d'autres choses presque. J'osais un peu tout. Parce que tu es plutôt dans tes livres, tu fais plutôt des récits courts, des romans courts quand même. Quand tu parles de tes 400 pages, j'ai pas lu les précédents, j'en ai lu quelques-uns, mais 400 pages, ça me surprend parce que dans tes écrits, tu es vraiment du texte court, tu sais, très poétique, très ciselé et je dis pas que tu vas à l'essentiel, mais il y a quelque chose de percutant en fait. J'en parlerai plus tard, mais et voilà, c'est ce que j'ai ressenti en fait dans ce texte. Mais ça a été à partir d'un de mes romans, Un certain mois d'avril à Adana, Oui, où j'ai complètement changé la manière d'écrire. Mes premiers textes, c'était un peu, toute proportion gardée, c'était un peu à la Flaubert, c'est-à-dire qu'il fallait que je passe à la phrase suivante uniquement si je pensais que celle que j'étais en train d'écrire allait à la perfection. Enfin, toutes les illusions sont possibles, hein. Et avec Adana, d'un seul coup, j'ai écrit une première version qui faisait, là, je crois, 900 et quelques pages. Et puis, je suis passé à 450 pages dans une deuxième version.
en supprimant deux personnages dont je me suis rendu compte qu'ils soient là ou pas n'avaient aucune importance ou qu'ils n'avaient rien à faire dans le texte. Et ça a été comme une conquête sur le plan de l'écriture, parce que je les aimais bien, ces personnages, mais ils servaient à rien d'une certaine manière. Et après, je suis passé, je crois que le livre est paru il doit faire 360 pages à peu près. C'est mon plus long livre. Et je suis en vie et tu ne m'entends pas, lui Oui. aussi était assez long, hein. Je crois qu'il fait 280 pages, chaque de Sud, oui. Et celui-ci d'ailleurs raconte cette histoire donc d'un homme rescapé des camps euh, nazis et qui essaye là aussi de se reconstruire après sur sur son homosexualité et il aborde sa solitude en tout cas, il me semble. Oui. Oui, je suis en vie, mais ça a été un peu comme là avec Tilden, avec Revers. Voilà. Ces deux textes qui n'étaient absolument pas prévus, qui n'étaient absolument pas prévus. Mais un jour, j'ai vu un documentaire. Je voulais écrire un livre sur un acteur américain, Rock Hudson, et puis je vois un documentaire sur les camps avec les homosexuels dans les camps et les triangles roses. Et d'un seul coup, je me suis dit, c'est là-dessus qu'il faut écrire, quoi. Une renaissance, enfin, comment parfois on peut passer du survivre au vivre, ou on reste dans le survivre. Et ça, ça a été extrêmement important. Mais dans Revers, il y a aussi ça, hein, ce balancement presque tragique chez lui entre vivre, qui est souvent dans le déni, et le survivre. C'est pour ça que je me suis permis ce petit parallèle avec ces deux livres-là. C'était juste pour ce petit parallèle sur la vie et la survie, et c'était ce que j'ai trouvé assez fou, en fait, parce que ce récit revers se passe sur une journée. On va pas tout, bien sûr, tout raconter de ce livre, mais il se passe sur une journée. On peut dire l'année sur 1955, Bon, 153, pardon, c'est 53. d'accord, excuse-moi. 1953 sur une Ouais. seule journée, mais on est à la troisième personne et on raconte donc on va suivre la vie, mais c'est un retour perpétuel en arrière sur le récit de la vie entière, quasiment entière, on va dire biographique du narrateur de Bill Tilden, son enfance, ces errances, son père, la relation avec son père qui a été particulière, voilà. Et c'est comme ça que tu as choisi d'aborder la vie de Bill Tilden avec un aller-retour permanent entre ses réussites sportives, mais son errance. C'est-à-dire que quand j'ai voulu reprendre la troisième version, j'ai stabiloté tout ce que je voulais garder et je me suis dit, il faut garder ce que j'ai stabiloté tel qu'ils viennent, c'est-à-dire que des fragments de vie, des fragments du passé, des fragments de l'enfance, euh, sans arriver à trouver des raisons pour tel ou tel acte, mais simplement ils sont là. Euh, D'où d'ailleurs la scène, comment décrire son, son attirance vers les jeunes garçons. Et à un moment, je me suis dit, bon, bah, il faut simplement écrire une scène qui est d'une violence incroyable où il va entraîner un jeune garçon après un match dans les vestiaires. Et en même temps, c'était une scène qui a existé, hein, il passe devant tout le monde, comme devant toute la société, les journalistes, d'autres du public, les gardes du corps, là, et personne ne l'empêche d'entraîner ce jeune garçon dans les vestiaires, quand déjà on savait qu'il était attiré vers les garçons. Personne ne dit rien.
il y a eu une insulte quand il sort après du vestiaire. Mais bon, on l'a laissé rentrer dans le vestiaire et fermer la porte et voilà. Donc mais c'est c'est un personnage qui est sans cesse dans un balancement. Et pour moi, c'est quelque chose de tragique. On touche le tragique. Il est dans le déni. C'est-à-dire Oui, par moment, il y a comme des percées où il se dit, ben oui, oui, j'ai eu tort, oui, c'est pas bien, oui, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis allé comme ça en Allemagne, pourquoi j'ai traité comme ça certains garçons, et immédiatement, euh, il y a le déni. Oui, c'est pas si important, c'est pas si D'ailleurs, je pense que ce qui est une des phrases les plus révélatrices chez lui, c'est quand il a été arrêté la première fois en 46 et son avocat lui dit, il avait été surpris à Los Angeles dans sa voiture avec un jeune garçon de 15 ans où il était en train de le toucher. Et mais en prison, on l'arrête et son avocat lui dit, il faut plaider coupable. Et lui dit non, pas du tout. Je plaide non coupable. Et lui, il dit non, pas du tout. Je plaide coupable. Je suis coupable. Et puis il rajoute, mais je suis un Dieu. C'est-à-dire que je suis un Dieu, donc je peux tout me permettre, même d'être coupable. Mais je tout pense que ça, on peut l'élargir ça à beaucoup de choses. Je pense qu'il y a plein d'hommes qui, dans leur violence vis-à-vis des femmes ou autres, se prennent pour ils ont tous les droits. oui. Et c'est inconscient sans doute parfois, mais ils ont tous les droits. Et Mathilden, c'est vrai, c'est toujours pensé comme un être, comme un dieu. Alors, il était génial au tennis, mais bon, c'était quand même pas un dieu non plus. Oui. Euh, et ça le hante, ça lui permet de mettre des barrières entre lui et la vérité. Il fuit, il est toujours dans une fuite devant la vérité, un retour à la vérité, ce qui le prend de côté comme ça par moment. Parce qu'il est partagé dans ces 150 pages, parce que c'est court, 150 pages, il y a entre ce revers permanent, entre la gloire et les jugements, parce que la presse qui se déchaîne sur lui, cette descente aux enfers, et lui qui est là dans ce monde où euh, il n'est pas en colère, il n'y a pas de colère dans ce livre, il n'y a pas de colère. On sent qu'il assiste de façon, je vais dire peut-être, je dis pas impuissant, c'est même pas le terme impuissant. Il assiste comme s'il était à côté, comme s'il était un double impuissant peut-être, un double de ce qui se passait. Je ne sais pas comment dire. Oui, c'est-à-dire qu'il est à chaque fois, c'est ça qui était d'ailleurs passionnant sur le plan de l'écriture, c'est-à-dire qu'à la fois, et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans le texte, c'est-à-dire qu'il est à la fois en lui-même et à la fois à côté de lui. Il se regarde et il est au fond de lui-même. Donc il y a une espèce de va-et-vient entre c'est mal, c'est bien, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire, non, mais c'est tout à fait normal, j'en ai le droit. Il y a une espèce de balancement sans cesse entre les deux. Et alors, Et évidemment, ça arrive à quelque chose qui va, il est d'une certaine manière, malgré sa pauvreté à la fin, il est déconnecté d'une certaine réalité. D'ailleurs, le chapitre d'ouverture, quand il s'impose chez des milliardaires à Los Angeles et qui s'invite au dîner, euh, il est chez lui. Il est chez exactement. lui et regarde la maîtresse de maison avec hauteur. À un moment, il comprend elle sait ce qui s'est passé. Pour lui, les procès. Euh, mais
elle lui est inférieure. Enfin, il est vraiment sans cesse le Dieu qui regarde Parce les il a autres. touché les étoiles. Il a touché les Oui. étoiles. Et il n'y Voilà. a plus ni de il y a, comment dire, il y a le sentiment de péché en plus de faute disparaît complètement. C'est une manière pour lui de se persuader qu'on peut vivre ainsi. Euh, mais peu à peu, il se désagrège quand même. Et il essaye même de nier à la fin ce corps qui est en train de vieillir et de ne plus répondre. Même son fameux revers qui était mythique euh, Bien sûr. ne Ce répond plus. désagrège. Voilà, il y en a plus, il y en a plus. Ouais, La fin chez Charlie Chaplin, enfin sur dans la maison, enfin la maison de Charlie Chaplin est vide, mais il est sur le court de tennis et oui, il y a en fait, je crois qu'il ne comprend pas vraiment qu'on puisse le haïr. Il y a ça, il a rien fait de mal, mais il est en faute très souvent. Enfin, bien sûr. je pense quand il est invité par un de ses amis von Klamm en Allemagne, on est quand même en 37, c'est quand même, comme tout le monde sait, c'est l'Allemagne hitlérienne, et il va accepter, il va accepter, mais je crois qu'il se fiche en même temps complètement de ce qui se passe en Allemagne, et simplement, il a la même mise sur l'équipe allemande. Il les gouverne, donc il est maître à nouveau sur eux. Euh, et ce qui est incroyable, c'est aussi sur la page tournée chez lui, puisque une fois quand il est reparti aux États-Unis, il n'a plus jamais donné signe de vie à von Klamm, qui était pourtant quelqu'un Bien de sûr. très, très, très proche et qui s'était retrouvé pendant la guerre sur le front russe parce que Hitler détestait ce champion qui n'avait jamais pris la carte du parti, Bien sûr. qui avait fait sauver sa femme qui était juive en 1933, fuir son amour qui était également juif. Et pendant la guerre, on a essayé beaucoup de sportifs ont écrit une lettre pour Hitler pour le faire, pour que von Klamm quitte le front russe et se aille dans un hôpital. Tous les plus grands athlètes du monde ont signé, sauf Tilden. Oui. C'est en fait chez lui, ça peut montrer une cruauté, une froideur, mais chez lui, la page est tournée, c'est fini. On Ouais. passe à d'autres choses. C'est-à-dire jusqu'à quel point l'autre existe vraiment, Ouais. mais jusqu'à quel point lui existe vraiment pour lui-même. Euh, une fois qu'il n'est plus un Dieu pour lui-même, qu'est-ce qui existe de lui? Ça, c'est vraiment les questions. Mais je crois que beaucoup de gens se font une image d'eux, et si on relève cette image, qu'est-ce qui existe encore d'eux? Et ça, En c'est fait, une question absolument centrale. dans le roman, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que euh, il n'y a pas de jugement, en fait. C'est ce que j'ai ressenti, en fait. Il n'y a pas de position. Tu n'as pas eu de positionnement ou de jugement par rapport à ce qu'il a fait. Non, Et je montre un homme sans montre un juge. homme avec, bien sûr, ses excès, sa puissance, sa gloire, mais aussi sa déchéance, comme juste comme quelque chose, c'est ce qu'il a fait, et sa, voilà, sa déchéance, mais juste montrer. Et peut-être, moi, j'ai pas jugé, j'ai ressenti, en fait. Il y a eu des scènes difficiles que tu as racontées tout à l'heure, et j'ai ressenti, j'ai eu un ressentiment, mais je n'ai pas jugé. Et j'ai trouvé que dans ton écriture, c'était une force. En tout cas, j'ai pas jugé, mais j'ai ressenti des choses. Mais toi, tu l'as pas exprimé. Ça, tu nous as pas provoqué. Enfin, je sais pas comment te dire.
Oui, oui, tout à fait, mais je Tu as crois une que ça force m'a poétique. permis Tu as de... une force poétique qui fait que c'est à nous de ressentir, mais toi, tu as une sobriété dans ton écriture. Merci, C'était merci. assez vraiment. Non, je crois que j'ai laissé, et ça a été presque un cadeau que m'a fait ce texte et ce Childen d'une certaine manière, c'est-à-dire j'ai laissé vivre dans les pages un être humain. Euh, c'est Les faits parlent pour lui ou contre lui. Euh, et je pense il y a des comportements qui peuvent être jugés, évidemment, absolument, mais je laisse vivre entre ces pages un être avec tous ses gouffres, tout ce qui est inadmissible, tous ses mensonges, toutes ses vérités. Et surtout en ne prenant pas, comment dire, en ne donnant jamais de véritable raison et mille explications, c'est le seul moyen on montre comment dire, on fait découvrir, on montre qu'un être est composé de mille. Et c'est ça, c'est un être humain est infini en fait. Et sur le plan de l'écriture, c'est formidable. Donc on laisse respirer un être humain. Les autres en pensent ce qu'ils veulent. Je ne le défends pas. Il est là, les faits parlent contre lui souvent. Et voilà. Mais c'est vraiment cet infini chez l'être humain qui est extraordinaire. Et lui, c'est souvent, c'est d'une très très grande complexité. Enfin, c'est un drôle quand même de drôle de personnage. Même quand il était attiré par les jeunes garçons, c'était en même temps quelqu'un qui refusait qu'on le touche et qui refusait de se mettre nu. Enfin, Oui, euh, et quel rapport en fait il avait au corps. Mais je crois qu'il était réellement vivant, puissamment ouais. vivant, uniquement sur le cours. Et qui n'a pas vraiment aimé. D'ailleurs, c'est ce que tu expliques. Il a quasiment pas Non. aimé. Mais est-ce qu'il en a souffert? Je n'en suis pas certain. Voilà. Et voilà, il a Est-ce que une. ça a été vraiment un manque? Je ne sais pas. En fait, à chaque fois, il a besoin, c'est euh, ou alors il remplace le non-aimé par la conquête, par la victoire, une volonté de victoire et de conquête, sans doute. Jusqu'au bout, il faut qu'il soit sur un cours et qu'il montre qu'il est puissant, en fait. Ouais. Tu écris, je me permets, page 155, tu écris, il n'est pas certain d'être malheureux, désespérer n'est pas être malheureux, le désespoir comme un hamac, le malheur comme une fosse. Et j'ai Oui. trouvé que c'était très beau, très juste. Il y avait Et beaucoup de oui, justesse. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça, de ce qu'il est? C'est ce qu'il ressent en tout cas. C'est ce que tu lui fais ressentir. et je pense que le désespoir peut être comme un bercement, enfin, peut être un bercement. D'ailleurs, la haine peut être aussi un bercement, enfin, d'une certaine manière. Donc, c'est surtout ça. Chez lui aussi, d'ailleurs, c'est chez lui une sorte de retour à l'enfance, de se bercer, sans doute, de ce qu'on peut appeler le désespoir. Ça, mais le thème de la fosse est chez lui, et il est toujours au bord de la fosse, où parfois il ne se rend pas compte qu'il est tombé. Oui. Parce qu'il arrive à en sortir par illusion, par déni, par peur. La peur peut être chez lui aussi quelque chose qui devient un combat. Euh, mais le thème de la fosse me hante beaucoup. Mais je pense que c'est aussi depuis Je suis en vie et tu ne m'entends pas. Le thème de la fosse des contes me hante, vraiment.
quand je reviens un petit peu un peu au début du livre pour vous, pour te, pour parler de son histoire avec son père, quand au moment où il rentre par mégarde dans la salle de bain de son père, c'est une scène difficile. Mais je, alors je vais le lire, mais voulais bien que tu le lises, mais c'était sur l'histoire des portes parce que je l'ai reçu comme un uppercut. Alors je vais le dire comme un revers plutôt, si tu permets, parce que j'ai trouvé que la langue, pour le coup, elle était forte parce que j'ai l'impression d'être sur un cours de tennis, comme un échange de balles classique, et d'un coup il y a ce revers qui arrive, et moi je me suis fait attraper par cet échange-là assez violent. Euh, voilà, si je peux me permettre de Oui, lire oui. sur les portes, là, voilà. C'est juste 10 lignes, juste avant qu'il arrive, sans dévoiler ce que c'est la suite. À, À Overley travaillait une domesticité nombreuse, stylée, au salaire plutôt décent pour l'époque. Les gonds des portes étaient soigneusement huilés chaque mois. Cette porte-là, cette autre, celle de la salle de bal, distincte, toute visible. Porte pâle et porte muette. Porte sans retour et porte voyageuse. Porte qui dort et porte nuage. Porte tangage et porte montagne. Porte odyssée et porte sans lendemain. Porte jour et porte nuit. Porte sans réponse et porte bonjour et porte au revoir. Porte tragédie et porte comédie. Porte rejet et porte adieu. Porte où es-tu et porte où êtes-vous. Porte iceberg et porte désert. Porte qui hurle et porte qui se tait. Porte du passé et porte d'aujourd'hui et porte de toujours. Porte en multitude, en vague, en piège. J'ai j'ai trouvé que ces phrases-là, je trouve que ces phrases-là, toute cette poésie-là, moi je l'ai reçue comme je trouve que la force du roman, c'est voilà, moi j'ai ça m'a beaucoup ému en fait cette partie-là. Il y a beaucoup de poésie dans ce livre et de temps en temps il y a ces mots comme ça qui jaillissent et euh, et voilà voilà. Moi j'ai eu de la chance d'avoir ce livre comme ça dans les mains et d'avoir ces mots qui arrivent comme ça. Et je sais pas euh, d'où vient ces moments où tu arrives à, à avoir ces idées-là qui jaillissent. Ça, je vais travailler vraiment sur ces idées-là d'écriture et de réflexion. Je ne sais pas du tout, hein. Ben voilà, C'est un pardon, hein, mystère. Je sais pas, il faut que ça soit comme ça. Je crois qu'il y a aussi des changements de respiration. Et là, les portes, ça s'est imposé. C'est vrai que je trouve des portes fermées ou des portes ouvertes s'imprègnent du regard que l'on, du regard intérieur que l'on a au moment où on les pousse ou on les ferme. Donc, ça peut être un regard de peur, d'attente, d'impatience, de désir, de terreur, d'adieu. Ça peut être une porte qu'on ferme, on a dit adieu. Ça peut être, voilà, c'est, c'est comme en fait, c'est comme une ronde. C'est presque étrangement comme une ronde en contine, toutes ces portes qui claquent, qui finissent par claquer. Et après, quand il va rentrer dans la salle de bain, où son père est en train de prendre un bain, donc il est une pièce interdite quand le père prend son bain, en tout cas, en fait, on ne sait pas si vraiment, et lui-même ne le sait pas, et n'arrivera jamais à savoir ce qui s'est passé. On ne sait pas si euh, il sait que son père est là, que son père est dans la baignoire, en train de peindre, et qu'il outrepasse son droit, qu'il rentre quand même. En fait, déjà, ça peut être interprété comme ça. Ça peut être déjà, je suis Beltiden, j'ai tous les droits. Ou s'il n'a pas entendu que son père lui dise non ou autre, et que l'interdit
Bon, il est rentré quand même, mais il n'a pas entendu. On ne sait pas s'il a entendu ou pas entendu, Oui, s'il transgresse quelque chose ou pas. Et cette transgression arrive très très souvent chez lui, que le déni après essaye de chasser. Mais dans tout le livre, je pense c'est bien d'avoir choisi cet extrait des portes, parce qu'en fait, oui, tout le livre, c'est ces portes fermées ou ouvertes, ces portes entrebâillées. Chaque paragraphe est une porte c'est dont à la fin, on ne sait pas souvent si elle est ouverte ou fermée, c'est vrai, ou entrebâillée. c'est vrai. Et oui, vraiment. Et en tout cas, c'est une scène qui, moi, pour le coup, elle m'a touché. Si j'ai vraiment ressenti la scène après, effectivement, la scène de la salle de bain, moi, je l'ai perçue comme une scène traumatique, en tout cas violente, euh, quelle que soit la scène et sans dévoiler ce qui s'est passé, et s'il s'est passé quelque chose, mais je l'ai pris comme une scène traumatique pour un enfant. Lui, on ne sait pas comment Bill l'a perçu, mais effectivement, il a une enfance plutôt euh, difficile relationnellement avec sa mère et avec son père et avec son frère, un frère plutôt euh, protégé par rapport à lui. Mais son frère a été celui qui lui a appris il ne faut pas l'oublier, il lui a appris à jouer au tennis et a été le grand maître. C'est lui qui lui a inculqué une chose, c'est que jouer au tennis, c'est pas un passe-temps. C'est comme on entre au tennis comme on entre en religion. Il y a un don de soi total, quitte quitte à blesser des gens, quitte à casser des choses autour de soi, mais on est là et on n'en bougera pas. Et l'autre, l'adversaire, n'est là que pour être battu. Et il faut savoir qui est l'autre en même temps. Mais je pense qu'il a su qui était l'autre que sur un cours de tennis. Il n'a pas eu accès à autre chose ou quelque chose en lui ne lui a pas permis d'avoir accès à ce qu'était un autre être humain une fois qu'il était sorti d'un court de tennis. Je crois que ça, chez lui, c'est évident. Il y a une sorte de laser sur le court de tennis et une sorte de presque d'indifférence. Bon, voilà. Mais je crois il est aussi indifférent par rapport à certaines choses. C'est mal, c'est bien, ça s'équivaut d'une certaine manière. Oui, Il s'en fiche. Euh, ce qui est bien, ce qui est mal, c'est uniquement sur le cours. Le reste, alors évidemment, ça ouvre la porte à toutes à tous les excès, toutes les dérives. avec les garçons, oui, avec les jeunes garçons. Est-ce que Mais tu penses que c'est vraiment son, ses excès avec les garçons qui ont fait qu'il a disparu de de la presse et que ce sont les quatre mousquetaires, les Borotra et tout ça qui ont marqué l'histoire du tennis dans ces années-là? Ou est-ce que vraiment c'est autre chose? Est-ce que parce qu'il est vraiment tombé dans l'oubli, oui, il il est a, tombé dans l'oubli, mais ça s'est passé après le premier procès en 46 et surtout après le deuxième procès en 48. Euh, il a, là, il y a eu un refus. Son nom a été supprimé de toutes les archives, sa photo. voilà. C'était quand même, et c'est vrai, c'était inadmissible son comportement avec les garçons. Donc, c'était absolument condamnable. Ouais. Mais lui ne s'est, d'une certaine manière, euh, oui, j'ai le droit d'être condamné, mais pas incarcéré. Mais pas, il y a toujours ce chose. Mais c'est vrai ça a été vraiment après le deuxième procès où il a été vraiment supprimé, son nom, sa photo, sont restés jusque dans les années 60 où
on continuait quand même à dire que sans doute que le plus grand de tous les joueurs, ça avait été lui. C'est Oui, lui qui a vraiment créé le tennis moderne. Ça, c'est clair. Donc, avec les Français, c'était à la fin des années 20 et ils commençaient aussi à vieillir, ce qui n'a jamais reconnu que vieillir l'empêcherait de rester le Dieu qu'il a été. bien sûr. Ça, c'est clair. Et là, mais il y passe très souvent, il est à minimiser ses actes. Les seuls actes qu'il grandit, c'est les actes sur le court de tennis. Le reste, les minimise. Mais il y a des actes, les actes avec les garçons n'ont pas à être minimisés, loin de là. Oui, C'était, eh ben, si lui, il passe par-dessus. Donc c'est là où il est, je pense, très très condamnable. Ça c'est clair. Donc bien sûr. Et je reviens sur la couverture. Parce que la couverture, moi, elle m'intrigue un petit peu quand même, parce qu'on voit donc effectivement le titre au revers, mais la couverture, euh, elle est assez intéressante parce qu'on y voit un double. Ah voilà, merci. Et je trouve qu'elle est intéressante. Est-ce que oui. tu peux me l'expliquer? Parce qu'on voit donc un, un double personnage. Et voilà, est-ce que enfin, j'imagine, c'est peut-être pas toi qui l'as choisi, la couverture, mais Non, mais je trouve on qu'elle est l'a, d'une justesse. le maquettiste l'a découvert et tout de suite a pensé que c'était bon pour le. Et puis moi, j'avoue que j'ai tout de suite trouvé la couverture superbe. Et puis c'était une photo d'un des photographes que je trouve absolument extraordinaire, Herbert List. Et pour moi, un des plus grands photographes au XXe, enfin dans la première partie du XXe. Et je trouve que il y a c'est un double avec du flou, un double à travers comme une marqueterie d'ombre et de lumière. Donc c'était exactement, ça convenait Exactement. parfaitement. En fait, qu'est-ce qu'on voit vraiment? Qui est derrière tout ça? Et ça, c'est parfait pour Tilden. Exactement. Je vous ai fait peur, je vous ai coupé. C'était passionnant de vous entendre. Moi, je voudrais juste revenir. C'est très bien que Mehdi, tu aies lu le passage parce que moi, j'ai envie de dire que la force de ce récit, c'est la langue de Daniel. Pas tant l'histoire, c'est la Merci, langue, très merci. moderne. Et c'est vraiment ça, c'est entre poésie, parfois c'est cru, mais c'est nécessaire, c'est percutant. Je partage l'avis complet de Mehdi qui a tout bien expliqué. Vraiment, moi je tiens à souligner la langue en fait. C'est vraiment la force de ce récit. Moi j'avais envie de savoir, Daniel, vous êtes éditeur par ailleurs. Est-ce que quand on écrit, on n'a pas sur l'épaule son double? Éditeur qui vient dire ah non, il faut pas que tu fasses ça comme ça. Est-ce que vous avez été. Est-ce que parfois l'éditeur prend le dessus sur l'auteur ou pas? D'abord, je suis plus éditeur, je suis à Oui. la retraite, Oui, je pense qu'on mais l'est toujours quand même un ça ne peu. m'a jamais posé problème D'accord. parce que je crois que ce qui m'a. euh, j'ai, quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'étais sous influence. Je faisais du sous-Proust, si on peut faire du sous-Proust, enfin une espèce de ragonnias proustienne. Je faisais du sous Virginia Woolf, du tout. Là, après, quand j'ai été éditeur, je crois que euh, comment dire, je n'étais pas vraiment influencé. Je crois que la curiosité et la passion de découvrir d'autres auteurs, j'étais à chaque fois émerveillé. Et ils étaient à côté de moi, ils étaient devant moi, et j'avais qu'une envie, c'est de les faire connaître. Et on avance aussi en traversant aussi d'autres œuvres. Voilà, comme dans la vie, on avance en, en aimant certaines personnes, en rencontrant certaines personnes.
Alors, il y a des questions qui sont arrivées pour vous, Daniel, pendant que vous discutiez avec Mehdi. Et la première, c'est Charlotte qui la pose, qui dit, peut-on lire ce récit comme une réflexion sur la dualité humaine entre la lumière publique et obscurité intime? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit. Euh, il y a il est dans la lumière uniquement d'ailleurs sur le cours. Enfin, et après, il bascule dans une sorte, je ne sais pas si c'est vraiment les ténèbres, mais c'est une sorte d'obscurité que provoque le déni. Parce que c'est vraiment, il y a chez lui le déni, en fait, de voir ce que sont les autres, il y a, comment dire, il, en fait, je ne sais pas à quel point il a vraiment une considération pour l'autre. Pour l'autre. Il y a une sorte de violence chez lui, d'ailleurs dans les comportements avec les jeunes garçons, c'est une violence euh, qui est beaucoup moins mentale que sur le cours d'ailleurs. Parce que ce qu'il avait, il y avait une sorte d'alliage chez lui sur un cours entre le mental et le physique. Et je pense qu'il avait un vrai corps sur le cours et un corps qui n'était pas dangereux pour quand même l'autre pouvait être vaincu, mais c'était pas un corps dangereux. Alors, Alexandre, lui, demande, pensez-vous qu'un écrivain a des limites morales dans le choix de ses personnages ou la littérature peut-elle tout explorer? La littérature peut tout explorer. Oui, je pense C'est que... même la condition Bah oui. d'être dans la littérature. Il faut s'avancer sur parfois des marécages, des. Moi, ça a été très, très compliqué. Je pense ce qui m'empêchait de passer à l'écriture de ce livre tel que que tu l'as lu, euh, je pense, c'est parce que je n'arrivais pas du tout euh, à me mettre dans l'esprit euh, d'un d'un- de celui qui abuse. Je ne savais pas. J'ai été abusé, mais je m'étais dit, tiens, peut-être on peut rentrer, mais c'est extrêmement difficile. C'était vraiment un autre domaine. Donc j'ai pu l'exprimer ça que par une scène de violence qui dit ce qui est insupportable. Euh, voilà, je pense que Euh, mais c'est extrêmement difficile vraiment de rentrer dans l'autre, quel qu'il soit. Et là, de rentrer dans l'esprit quand même d'un pédophile, ça m'était complètement contraire. Mais en même temps, il faut aborder ça aussi. Il faut l'aborder. Je vois pas pourquoi ça Oui, oui. existe, c'est dans notre monde. Il faut le regarder en face, tel que c'est. C'était un génie, mais c'était Tilden, mais bon, Ça n'excuse pas tout, on est d'accord. et je pense dangereux, enfin, Ouais. pas forcément recommandable. Alors Laurent, lui, il a une question sur votre écriture. Votre écriture semble souvent suggérer plus qu'elle ne montre. Est-ce une manière de laisser le lecteur juger par lui-même? Alors, c'était pas voulu, mais je pense que quand je m'en suis aperçu, j'ai trouvé que c'était très bien. Euh, je vois pas pourquoi il y aurait que l'auteur qui se fatigue. C'est bien que les autres se fatiguent. Non, je trouve que c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que le lecteur aussi, une écoute, un travail. Lui aussi soulève des voiles et se pose des questions sur certains faits, parce que l'auteur peut mettre à nu certaines choses sans arriver forcément à trouver les raisons de tel acte, la volonté de faire tel acte. Donc peut-être que le lecteur, lui, a sa propre lumière. Il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu entre le lecteur et l'auteur, Alors, je il est pense. beaucoup question de tennis dans ce livre. Moi, j'ai remarqué une référence littéraire à l'Iliade. Moi, je voulais savoir,
est-ce que c'est un livre marquant pour vous, l'Iliade et l'Odyssée? Parce que souvent, les auteurs font des références à l'Iliade et l'Odyssée. Là, en l'occurrence, c'est l'Iliade, puisque je crois qu'il dit que ça, il a oublié, il a voulu gommer, je l'écris, je vais le dire beaucoup moins bien que ce que vous l'avez écrit. Il veut gommer qu'en fait, il n'a pas retenu dans l'Iliade que les dieux vieillissaient, en fait. En gros, c'était ça. Absolument. C'est-à-dire, c'est vrai que Tilden, l'Iliade était un texte important pour lui. Euh, et moi, plus que l'Odyssée, l'Iliade est important, sans doute parce que j'ai beaucoup lu à une époque Simone Weil, la philosophe, et elle a écrit des textes absolument extraordinaires sur la force, et en particulier la force dans l'Iliade, donc la violence, la force, comment on impose sa force. Et c'est le grand livre terrifiant, d'ailleurs, l'Iliade, de la force. Et ça, je trouve qu'il y a aussi, d'une certaine manière, chez Tilden, il y a une forme, c'est la force. Il est seul d'une certaine manière, absolument seul. Il abat les autres et il passe, c'est comme ça. Alors moi, Donc, une fois l'Iliade que- est un texte absolument, ouais. absolument important pour moi aussi. Et Quand je j'ai le refer- relis très, très régulièrement. Quand j'ai refermé votre récit, moi j'ai eu envie de voir à quoi ressemblait vraiment Tilden. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé. Il était assez élégant quand même. C'est marrant parce qu'on a l'impression, et il fait entre guillemets monstre comme vous le décrivez, mais c'est assez surprenant parce qu'on a vraiment cette envie d'aller voir qui il est. Je sais Ah, pas mais si Mehdi a eu la absolument. même chose que moi, mais c'est vrai que quand on vous a lu, on se dit mais à quoi il ressemble ce type en fait? Donc, vous avez vu oui, Oui. il a un corps qui n'en finit pas. Il a un corps araignée, on pourrait Mm. dire, d'une certaine manière. Il est surprenant. Euh, mais quand on voit il y a des films, hein, des extraits de matchs, et là, je trouve il est plus du côté d'un Nijinsky ou autre. Il danse. Enfin, non, c'est assez stupéfiant. On ne jouait pas forcément comme ça. Et il ne faut pas non plus oublier que avant, dans les années 10 encore, enfin, Katilden, puisqu'il a commencé à être premier dans 1918, on considérait le tennis soit comme un sport de riches, ce qui était vrai, puisque quand on était amateur, on ne touchait pas d'argent. Donc, il y avait en gros que des gosses de riches, ou alors on disait que c'était un sport d'homosexuels. Et lui, on a fait un sport viril. Euh, et il en a fait à la fois un art, c'est ce qu'il explique dans son livre, il en a fait un art et en même temps un spectacle. Et on est passé en très très peu de temps de matchs où il y avait 400 personnes, 500 personnes, 600 personnes à 2000. On venait voir Tilden, on venait voir la star, on venait voir le dieu. C'est Ouais. ça qui est. Il a vraiment. Ça a été le premier, quasiment un des premiers qui a inauguré même le short sur le cours. Oui, mais je pense que c'est quelqu'un. Son livre est vraiment extraordinaire. Je crois qu'il est rentré dans le tennis comme on rentre en religion. Il s'est donné. Ça, c'est son frère qui lui a vraiment inculqué ça. Il se donne et le reste n'a pas tellement d'importance, même si c'est extrêmement condamnable pour lui. Et ça, c'est monstrueux, mais c'est comme ça avec lui. Et c'est ça que la littérature nous oblige à regarder, le Vous m'avez fait monstrueux. découvrir un vrai personnage que je ne connaissais pas, alors que moi aussi je joue au tennis. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Mais on va revenir à la littérature. Moi, j'aimerais bien savoir ce que lit Daniel Arsan et qu'est-ce qu'il pourrait me conseiller comme livre. Alors, il y a un livre, je trouve, par les temps qui courent, qui est absolument nécessaire. C'est un livre qui est chez Libretto et qui s'appelle Contre la barbarie de Klaus Mann. Et sur à peu près une quinzaine d'années, des articles qu'a écrit Klaus Mann. Je crois les premiers articles doivent dater de 26 ou une chose comme ça, jusqu'à 45. Et c'est quelqu'un qui a combattu sans cesse le nazisme,
C'est des textes d'une fulgurance, d'une intelligence et qui n'ont pas pris une ride, hélas, et qui nous parlent aujourd'hui, qui parlent aussi de notre temps, là aussi, qui parlent de la monstruosité en politique, dans les guerres, la monstruosité au fond de l'être humain. Et c'est un très, très grand. À mon idée, Klaus Mann est un immense écrivain. D'ailleurs, il y a ses mémoires aussi, Le Tournant, qui rendent la belle, qui est aussi, je pense, les deux grands livres de Klaus Mann. Bon, c'est Méphisto qui a été mis au théâtre par Mouchkine. Mais vraiment, il faut le redécouvrir, cet auteur, et il faut commencer par Contre la barbarie, vraiment. Et après Le Tournant. Mais vraiment, c'est un livre d'aujourd'hui, hein. C'est pour nous, pour tous les qu'on ait 18 ans ou 80 ans, il faut le lire. Alors, tant qu'on a un libraire sous la main, est-ce que Mehdi, lui, il a un livre à nous recommander, là? J'ai plus rien Alors, à lire. je veux bien, j'ai un petit dernier parce que nous, on a besoin de sortir de la barbarie à Carcassonne qui vient Ouais, de basculer dans une autre ouais. sphère en ce moment. Pardon, sans faire de politique. Non. Mais j'ai un petit livre, je le montre, et ça s'appelle, c'est de la poésie, ça s'appelle Jeu d'un accident ou d'amour de Loïc Demey. C'est sorti il y a 10 ans chez Chêne Éditeur. Et c'est un petit bijou à mi-chemin entre roman et poésie. Et c'est un livre très court qui raconte une histoire d'amour très bref, une histoire d'amour passionnée, intense, entre Adrien et Adèle. Euh, c'est c'est un, c'est un livre où il n'y a pas de verbe hein, et il va conjuguer les mots et c'est juste une petite merveille qui se déguste, qui se lit à voix haute, qui se lit et qui se relit et qui fait du bien. Parfait. Alors, avant de donner le mot de la fin à Daniel, je vais rappeler que nous, on se retrouvera le 22 avril avec Ilan Duran-Cohen, votre confrère de chez Actes Sud, cher Daniel, avec son livre qui est sorti comme vous le 1er avril, qui s'appelle Le petit polémiste se marie aux éditions Actes Sud. Allez à la librairie Mots et compagnie à Carcassonne, donc vous trouverez le livre coup de cœur qui vient d'être évoqué par Mehdi. Il y a aussi le livre Revers de Daniel Arsan aux éditions Actes Sud, donc tout est parfait. Et pour les autres qui ne sont pas à Carcassonne, allez chez votre libraire et allez vraiment acheter Revers, parce que vous allez découvrir une langue absolument merveilleuse et fabuleuse. Daniel, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Ben, par une phrase très longue, avoir du talent, être un génie, n'excuse pas tout C'est parfait. et n'excuse rien. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été C'est avec nous moi, ce soir. c'est moi, Nathalie. Merci C'est Mehdi moi pour cette qui te très belle remercie. médiation. Et Merci puis Daniel. surtout, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis allez surtout Merci. en librairie. À très Merci. bientôt. Je vous souhaite une belle soirée.